hebdomadaire d'information de toute l'actualité sportive nationale et internationale. Ce soir, nous allons parler de la 23e journée du championnat de Ligue 1 avec la relégation de Yego, le club de la SICAP qui dit définitivement adieu à la Ligue Pro et qui va donc jouer la saison prochaine en Ligue 2. Après sa défaite, sa lourde défaite d'ailleurs face à Niary Tally, 4-0. Nous y reviendrons. Nous parlerons également de basket avec bien sûr les All-Star Games qui se sont déroulés ce week-end à Marius Ndiaye, le match des étoiles, les étoiles du championnat national de basketball. Et justement pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mamadou Pathé Keita. Il est ancien basketteur, ancien international universitaire. Il a remporté le championnat universitaire de basket et aujourd'hui trésorier adjoint du CNBS, donc le comité de normalisation du basket. Mamadou Pathé Keita, bonsoir. Bonsoir Terno. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on parlera également de natation, la saison qui se déroule donc, la natation à Dakar et à Ziguinchor bien sûr. Et là aussi nous recevons pour la première fois sur le plateau de Galaxy Sport le président de la Fédération sénégalaise de natation. Il s'agit du docteur Mohamed Diop. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Je vous remercie. Et bien sûr, fidèle au poste, mon confrère Ibrahima Mboup. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, Tierno. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Je vous le disais donc tout à l'heure, Yego a été lourdement défait par le club par Niary Tally, NGB Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie. Le score est de 4-0. Nous allons tout de suite découvrir les images de ce match. Ibrahima, un résultat qui envoie Yego en Ligue 2. Yego est envoyé définitivement en Ligue 2 alors qu'il ne reste que 3 journées dans ce championnat sénégalais. Avec la complicité de nos amis de la régie, on va tout de suite voir les images de ce match joué cet après-midi donc au stade de Demba Diop. Et voici le premier but qui porte la signature de Abdoulaye Ba à la 46e minute. Niary Tally a marqué tous ses buts en seconde période. Et voilà le deuxième, le bon décalage. Amadou Erasmou Badiane à la 75e double, donc la mise pour Niary Tally, la joie du buteur félicité par ses coéquipiers. Et les joueurs de Niary Tally vont poursuivre leurs efforts et vont du coup marquer ce troisième but à la 79e minute grâce à Abdoulaye Ndiaye qui a profité d'une situation favorable pour corser davantage cette addition. Et voici le 4e but de la tête inscrit donc par Ben Elhaj Thiaw à la 85e minute. Le but est accordé. 4-0 donc pour Niary Tally. Yego relégué en Ligue 2. Ouais, Yego relégué en Ligue 2 et son président Mamadou Abdoulaye Touré parle de très mauvaise saison et je pense que s'il s'agit d'un euphémisme bien sûr. Abdoulaye Touré interrogé par nos équipes, je vous propose de l'écouter. Cette année, ce qu'on a mérité, on n'a pas été bon tout le long du championnat. Nous avons été relégués depuis la phase aller parce qu'on a connu 9 défaites à l'aller, ce qui est très difficile pour un championnat de 26. On a eu 4 matchs nuls, une victoire. Ce n'est pas suffisant pour rester en L1. Ce n'est pas suffisant. Voilà, donc Mamadou Abdoulaye Touré, donc le président de Yego. Alors, nous allons donc continuer. Le tableau, hein, les mauvais résultats de Yego, comme il l'a dit depuis la première phase, la phase allée du championnat. On peut voir tout ça en chiffres. On va visualiser le tableau, les statistiques de Yego après 23 journées. Vous allez vous rendre compte que cette relégation est logique. Hein. Yego a joué 23 matchs, 2 victoires, 9 matchs nuls. S'il vous plaît, à la régie, si vous pouvez nous donner le retour du tableau, on ne l'a pas ici sur le plateau. Donc Yego a eu 2 victoires, merci. 9 matchs nuls, 12 défaites, 11 buts inscrits, 31 buts encaissés et Yego a eu 15 points sur 69 possibles. Ouais, 15 points sur 69 donc. Voilà pourquoi le club de la SICAP va se retrouver en Ligue 2. On continue avec le dernier match de cette 23e journée, le Casa Sport qui s'est déplacé à Dakar pour affronter l'Union Sportive de Ouakam. Victoire du Casa Sport 1-0. C'est le Casa donc qui a pu engranger les 3 points ici à Demba Diop. Un bon déplacement
pour les Casacés qui jouent en vert et blanc face à l'Union sportive de Ouakam. Et là, c'est le penalty. Donc, pour le Casa Sport, l'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de penalty après cette faute dans la surface de réparation. Et c'est Lamine Fane qui marque ce but sur penalty à la 48e minute de jeu. L'unique but du match, une belle victoire avec ces 3 points pris par le Casa Sport devant l'Union sportive de Ouakam. Ouais, le Casa Sport qui continue donc sa montée dans ce classement. On y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, on va parler du leader, le Djaraf, qui s'est largement imposé devant Djambar. C'est un match qui constituait le choc de la 23e journée. Finalement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Djaraf donc qui a battu Djambar sur le score de 3-1. Les temps forts avec Oumar Baldé. Djambar, le champion en titre presque inexistant face à l'actuel leader de la Ligue 1, le Djaraf. Les Verts et Blancs, encore en une mi-temps, ont fait l'essentiel. 3 buts inscrits dans les 30 premières minutes. 8e minute, Babacar Seck d'une belle frappe ouvre le score 1-0. 4 minutes après, le Djaraf revient à la charge. Cette fois-ci, c'est Alud Badara Tendeng qui corse l'addition. Naufrage collectif des Djambar, la défense ne tient plus et multiplie les fautes. Ablaïdjen commet l'irréparable sur Baba Kébé, pénalty sifflé par l'arbitre. Le contre-pied est parfait. Djilimbake signe le 3e but des Verts et Blancs. Hold-up parfait du Djaraf, 3-0, score à la mi-temps. En seconde période, Djambar revient dans le jeu, mais le Djaraf est plus fort. Contre le cours du jeu, Birahim Gaye sauve l'honneur à la 90e minute. Voilà, donc voilà la fin donc, de ce match-là. Djaraf qui s'impose donc 3-1. Le Djaraf qui a joué ce match sans Fidel Gomis et Ibrahim Diop, suspendus qu'ils étaient par la Fédération sénégalaise de football. Motif, le Djaraf ne les avait pas libérés pour le match des Olympiens à Buenos Aires contre la Colombie. Le Djaraf prend acte et va traiter la question au cours d'une réunion donc ce jeudi. Voici à ce propos Ndofen Fall, le président du club. Djaraf est un club discipliné. Nous avons reçu ce document de la Fédération sénégalaise de football auquel le Djaraf a envoyé une réponse. Mais je pense que le temps est en cours et qu'on n'a pas reçu la suite. Nous avons donc préféré un club discipliné donner bon droit à la décision de la Fédération sénégalaise de football. Maintenant, la position du Djaraf va être déclinée certainement jeudi au sortir de la réunion qui a été convoquée par le président pour connaître de cette affaire. Et à partir de ce moment, le Djaraf donnera la position officielle de l'ASC Djaraf sur les 2 garçons. Donc, nous savions que nous avions un potentiel qui nous permettait de pouvoir répondre valablement devant tout adversaire ici au Sénégal ou en Afrique, parce que nous n'avons pas seulement 11, 12 ou 13 joueurs, nous avons monté un grand club avec une bonne équipe, avec un bon potentiel pour nous permettre de faire face à ce genre de difficultés. Parce qu'il est arrivé que Fidel soit blessé et qu'il n'ait pas participé à une rencontre. C'est la même chose pour Ibou Diop, mais la position officielle du Djaraf sera déclinée jeudi au sortir de la réunion qui aura à connaître de cette affaire. Voilà, donc Ndofen Fall qui réagit donc suite à la suspension de 2 jours du Djaraf. Alors Ibrahima, votre réaction, est-ce que vous pensez que c'est normal que la fédération suspende ces 2 jours-là? Vous connaissez déjà ma réaction. Je suis tout à fait d'accord que la fédération ait pris cette décision parce que je pense que l'équipe nationale prime sur les clubs. Les couleurs nationales sont plus importantes que les intérêts du club. Ça, c'est mon point de vue. Certains peuvent ne pas être d'accord. Parce que si la fédération n'avait pas pris cette décision, ça allait être un précédent dangereux. D'autres clubs allaient le faire. On a vu le cas Papi Cissé à un moment donné lors du match amical face au Niger, je crois en novembre 2013. Il n'avait pas voulu venir et la fédération avait pris une décision ferme. Et c'est cette même décision qui a été reconduite face aux joueurs du Djaraf. Encore que ces joueurs-là ne sont pas indispensables. Ils n'ont pas joué
on a vu le résultat, le Jaraaf a battu Jambar par 3-1. Oui, mais quand même, bon, je ne vous pose plus de questions, je me retourne vers les sportifs qui sont là, puisque vous êtes des administratifs, vous comprenez peut-être la situation. Le Jaraaf joue un match très important en vue du titre contre Jambar qui est un concurrent. Pendant ce temps-là, l'équipe nationale a pris le jour en Colombie, des joueurs sont sélectionnés, mais le Jaraaf a souhaité les retenir. Est-ce que c'est normal que la fédération suspende ces 2 jours-là? Parce que justement, le club a plus mis en avant ses intérêts face à un match amical, puisque ça ne reste qu'un match amical. Oui, bon, enfin, moi je suis un peu partagé. Hein. Bon, je ne maîtrise pas trop les textes du football. Mais là, bon, si on se souvient bien, il y avait une possibilité du forfait de Dembaba en cas d'une qualification de Chelsea pour la Ligue des Champions. Je pense que le Jaraaf joue, tous les matchs du Jaraaf actuellement sont importants. Le match en Colombie n'est pas un match officiel, qui n'a pas un enjeu réel. Je pense que la fédération devrait être un peu nuancée par rapport à cette sanction. Mais tout compte fait, moi je ne maîtrise pas les textes. Mais je dis que si on ne raisonne pas parallélisme, le fait qu'on aurait accepté que Dembaba ne soit pas retenu pour un match de même caractère puisse être en tout cas une raison valable pour au moins permettre à ces 2 joueurs de rester jouer pour le club qui, en tout cas, pour qui tous les matchs sont décisifs. Docteur, je vous pose à peu près là. Vous qui êtes président de fédération, oui, bon, en tant qu'ancien Jaraafman, je suis très mal placé pour parler de ça. Mais tout simplement pour dire que je pense qu'il y a des textes et il faut respecter les textes. Bon, on a parlé d'un côté de délais qui n'ont pas été respectés, d'un autre côté. Je crois que ce qui est important, c'est que les textes soient respectés et que les gens discutent pour des questions comme ça et qu'on ne tire pas un peu aussi dur. Bon, voilà quoi. Ouais. Y a quand même, avant de clore ce chapitre-là, un point qui est important. En général, lorsqu'un joueur commet une faute, la commission de discipline se réunit, elle prend le temps d'étudier le dossier et puis avant de publier sa sanction. Mais là, ça s'est fait en 48 heures. Donc voilà pourquoi les gens peut-être ne comprennent pas un peu la décision de la Fédé. Je me repose. Bon, laissons la fédération s'expliquer de façon claire. Et je crois que la décision du Jaraaf est très sage en disant nous allons nous réunir, prendre le temps d'informer et de dire ce qu'ils pensent. Je crois que c'est 2 attitudes, mais vraiment qui sont à respecter. Et je crois que la vérité finira par triompher, comme on dit, et dans la sérénité et dans le calme, pour que la belle saison qui s'est produite cette année se termine en beauté, à tous les niveaux. Oui, justement, la saison, on en reparle avec le tableau justement des résultats de cette 23e journée, donc marquée, hein, on le rappelle, par la victoire du Jaraaf qui confirme sa place de leader et la relégation de Yego. On va visualiser tous les résultats donc, de cette 23e journée de la L1. Le Jaraaf donc, a battu Jambar 3-1. Sunéor Port 1 but partout. Stade de Mbour battu par l'AS Pikine à Mbour 1 but à 0. Linguère de Saint-Louis qui bat le Touré-Kunda 2-1. L'Olympique de Ngor qui surprend le Dakar Université Club. NGB, comme on vient de le voir, qui pulvérise Yego 4-0. Et puis l'Union Sportive de Ouakam battu à Demba Diop cet après-midi par le Casa Sport. Au total, 16 buts ont été inscrits au classement. Mais pas de 0-0. Pas de 0-0. Il n'y a eu que des victoires. Et pour le classement, retenez que c'est le Jaraaf qui est toujours en tête. 44 points plus 15, suivi de l'AS Pikine 40 points plus 3. Le Casa Sport qui fait une très belle remontée et en ce moment à la 3e place, 34 points plus 9. Au bas du tableau, le Duc 13e, 22 points moins 8. Et puis Yego qui vient d'être relégué en L2, 15 points moins 20. Et pour le classement des meilleurs buteurs, retenez que c'est Ibrahima Diop du Jaraaf qui est toujours en tête avec 14 buts, suivi de El Hadji Adama Mbaye de l'AS Pikine 10 buts. Lamine Fane du Casa Sport qui a marqué sur penalty cet après-midi a maintenant 7 buts. Pape Ngone Sarr de l'AS Pikine, Mamadou Niang de Niary Tally et Fadel Fall du Port ont chacun 6 buts. Voilà, donc tableau complet. C'est complet. Ouais, juste peut-être avancer sur le prochain rendez-vous, donc la 24e journée qui va se jouer le samedi 7 juin et on suivra
le match qui opposera Ñaari Tali au Jaraaf. Alors justement, le 7, ce sera à quelques jours du mondial, la Coupe du Monde. Quelle sera l'attitude de la Ligue Pro? On ne s'attend pas à une trêve, au contraire. On parle de resserrer un peu, de reprogrammer les matchs en fonction des matchs phares de la Coupe du Monde. En tout cas, la Ligue est en train de trouver une solution justement pour permettre au championnat de se dérouler normalement, mais également à tout le monde de pouvoir suivre les matchs de Coupe du Monde. Je propose de suivre la réaction d'Amsatou Fall, qui est le directeur exécutif de la Ligue, à ce propos. Les clubs, les entraîneurs, ils ont tous pensé qu'il fallait revoir en tout cas la programmation par rapport en tout cas à la Coupe du Monde. Il ne reste que 3 matchs après cette journée. On s'est dit que bon, d'abord, il va falloir, il y a des coûts financiers. Les présidents des clubs supportent difficilement les charges, en tout cas qui sont liées à l'entretien des clubs. Il se trouve également, quand on fait une trêve, on reste presque 1 mois sans jouer. Et c'est un autre championnat qui commence. Et c'est pas à partir justement de ces considérations que la Ligue s'est réunie et a approuvé la programmation que nous avions faite pour justement terminer le championnat. Mais en tenant compte évidemment des matchs de la Coupe du Monde, notamment les matchs des Africains. Parce que c'est des matchs qui sont importants pour nous, parce que nous devons les voir. Mais sinon, je pense qu'on a pris des creux aussi, pour terminer en tout cas le championnat avant, durant la Coupe du Monde. Voilà, Amsatou Fall donc sur la Ligue Pro pendant la période du mondial. Alors on va parler un peu des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, puisque c'est pour bientôt, hein, on devrait connaître très bientôt le futur adversaire du Sénégal. Celui qui va compléter le groupe du Sénégal en fait. Exactement, le premier tour des éliminatoires de cette CAN 2015 a pris fin hier. Il y avait 14 matchs sur le continent, mais on en a sélectionné 3. Guinée équatoriale, Mauritanie, la Mauritanie qui ne sera pas à la CAN. La Mauritanie avait réussi à battre à l'aller la Guinée équatoriale 1-0, mais au retour, elle s'est fait surprendre par la Guinée équatoriale 3-0. Et puis, pour ce qui concerne la poule du Sénégal, retenez que la Guinée-Bissau a battu la Centrafrique 3-1 après un nul 0 but partout à l'aller. Et puis le Botswana qui bat le Burundi 1-0. Ce qui fait qu'au deuxième tour, on aura Botswana-Guinée-Bissau. Le match aller va se jouer entre le 18 et le 20 juillet. Et le match retour entre le 1er août et le 3. Et l'un de ces pays va compléter la poule du Sénégal en compagnie de l'Égypte et de la Tunisie. Ouais. Très bien. Alors, on va parler du mondial à présent, Brésil 2014. Dans 10 jours, le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Les sélectionneurs ont jusqu'à 0h ce lundi pour déposer leur liste définitive. Les 23 donc qui sont retenus pour disputer ce mondial. Des joueurs comme Suarez de l'Uruguay et Ribéry de la France et entre autres ont été maintenus dans leur liste définitive. Du côté des représentants africains, le Nigeria attendra encore avant de connaître ces 23, tandis que les autres pays ont déjà publié leur liste. Les détails, bien sûr, c'est dans la Gazette de Daraba. Les 23 Ivoiriens retenus pour le mondial 2014 sont connus. Pas de surprise, tous les cadres sont là. Les joueurs recalés par Lamouchi sont un gardien de but, celui de la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, 2 défenseurs évoluant dans le championnat français et 2 autres attaquants pensionnaires du CSKA de Moscou et du club anglais Everton. Yaya Touré, une des stars du football africain, en provenance des Qatar, retenu pour jouer le mondial, s'est entraîné hier à Dallas avec le groupe. À Dallas même, les éléphants vont livrer un dernier match de préparation contre le Salvador. Ce sera le 4 juin prochain. En marge de ce stage à Dallas, le capitaine de la Côte d'Ivoire a reçu son maillot frappé du numéro 100. Le chiffre indique que Didier Drogba a revêtu 100 fois le maillot national de la Côte d'Ivoire. Didier totalise 101 sélections avec les éléphants. Un sélectionneur qui a eu la tâche moins compliquée, Walid Aloulzik, l'entraîneur des Fennecs d'Algérie depuis la blessure du 4e gardien, n'avait qu'un joueur à éliminer. Il l'a fait ce lundi et son choix a porté sur Guedioura. Finalement, le milieu de terrain de Crystal Palace ne fera pas le voyage du Brésil. L'Algérie a un match de préparation en vue. Elle rencontre la Roumanie à Genève mercredi. Ce week-end, l'Algérie a largement dominé l'Arménie 3-1.
Bon comportement aussi des Lions indomptables du Cameroun face à la Mannschaft d'Allemagne. 2 buts partout en amical après le revers du jeudi face au Paraguay, 2-1, précédé de la victoire du Cameroun devant la Macédoine jeudi dernier, 2-0. Dans la liste des 23 communiqués par le sélectionneur des Camerounais, 2 joueurs locaux évoluant au Coton Sport du Cameroun. Dans cette liste aussi, un jeune attaquant de 18 ans, Fabrice Oninga. Il joue dans le championnat belge. Le Cameroun repasse par Yaoundé avant de s'envoler pour le Brésil. Dans la capitale camerounaise, les Lions indomptables vont livrer un dernier match amical. Les Black Stars sont arrivés hier à Miami, dans le sud-est de l'État de Floride aux États-Unis. Le Ghana y sera pour une semaine. Un camp d'entraînement qui va être clôturé le 9 juin prochain par une rencontre de préparation à la Coupe du Monde face à la Corée du Sud. Dans la liste des 23 retenus par Apia, Assoma Gyan, Souley Moutari qui participent à leur 3e Coupe du Monde d'affilée et une bonne dizaine de joueurs qui participent pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde. A signalé la non-sélection du défenseur central des Ghanéens, Jerry Akaminko. Il s'est fracturé la cheville lors du match amical contre les Pays-Bas que les Black Stars ont perdu 1-0. L'équipe championne d'Afrique en titre est dans son 2e stage de préparation pour une dizaine de jours aux États-Unis. Dans le planning des Green Eagles, 2 matchs amicaux, le 7 juin contre les États-Unis. Ce mardi, le Nigeria affronte la Grèce. Lors du premier regroupement à Londres, le Nigeria avait fait match nul face à l'Écosse, 2 buts partout. 12 buts dans un match de Coupe du Monde. Et oui, cela s'est produit lors de l'édition 1954 jouée en Suisse. La rencontre Suisse-Autriche s'était soldée par un score de 7-5 en faveur des Autrichiens. Les Brésiliens, eux, pour cette 20e édition, multiplient les innovations en direction de la Seleção. L'équipe nationale du Brésil va jouer dans 3 stades différents et 3 matchs de poule. La sélection brésilienne se déplacera à bord d'un Boeing 737 aux couleurs de la Seleção. Les Brésiliens vont jouer le match d'ouverture à Sao Paulo. Le 2e test du stade s'est effectué ce week-end, mais la sécurité n'a pas autorisé l'utilisation de 2 tribunes préfabriquées installées pour les besoins de la Coupe du Monde. 4 matchs vont servir à nouveau de test d'ici l'ouverture de la Coupe du Monde à Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil et aussi la 27e et dernière étape de la tournée du trophée que convoitent les 32 pays qualifiés au Mondial 2014. Voilà, donc c'était là la Gazette d'Araba. Alors, avant de clore cette page football, juste revenir sur un incident. La semaine dernière, on vous a montré des images d'incidents pendant le match qui a opposé donc, le Stade de Mour à Touré Kunda. Alors, une erreur nous a fait dire que c'est Ousseynou Ndiaye qui a été suspendu, mais non, il s'agit bien de Sarah Ba, le gardien du Stade de Mour. C'est bien ça. Ouais, c'est lui qui est l'auteur de ce geste-là sur un supporter qui, dit-on, avait aspergé ses buts d'eau bénite et l'arbitre ne l'a pas vu. Malheureusement, il n'a pas été sanctionné lors de ce match. Peut-être que la Ligue ne tardera pas de le faire et que ce n'était pas Ousseynou Ndiaye qui a été rappelé en équipe nationale sous Henri Kasperzak. Oui, absolument. Allez, on va à présent parler de basketball avec ce week-end. C'était donc le rendez-vous phare du week-end. Il s'agissait bien sûr du All-Star Game. Au menu, la fête donc a tenu ses promesses. Au menu des matchs, un match de gala opposant les meilleurs joueurs du championnat masculin et féminin, des concours d'adresse et de dunk. L'assurance d'une belle soirée, nous disent Mame Cheikh Diop, Alioune Ndiaye et Seydina Alioune Djigo. Late in the evening, lost on the side, I've been sad with you. Le stadium Marius Ndiaye dans la fièvre du All-Star Game. La manifestation clôturant la saison régulière connaît son ballet, défilé de célébrités, le gratin dans les gradins, sur le parquet des stars faisant étincelle, du show à l'appel. En ce moment de la soirée, on en est au concours de dunk, la compétition réservée aux seigneurs des cerceaux, gagnée par le meilleur au saut. Cheikh Djibril Fall de Sid Academy rend une quasi parfaite copie.
Au concours d'adresse, Khadim Diop de Disso est au-dessus du panier. Chez les dames, pas de ce match, Ndeye Fatou Ndiaye de Saint-Louis Basket Club s'affirme comme la meilleure au tir. Auparavant, le stadium Marius Ndiaye est plongé exprès dans la pénombre, comme pour faire profiter au public venu en grand nombre de l'éblouissance de l'All-Star s'apprêtant à disputer le match de gala. Chez les hommes, la confrontation tourne en faveur de la sélection A, une victoire sur le fil, 68-67. Il y avait, des possibilités de détecter les joueurs qui ont une bonne réceptivité. Parce que c'est pas facile de venir tout de suite mettre des systèmes de gens en place pour les permettre de briller. Il y en a beaucoup qui ont sorti leur épingle du jeu. Ouais, ils sont tous sélectionnables. C'est des bons joueurs. Mais tu sais, la sélection, il faut comprendre que chaque joueur qu'on va prendre doit avoir un rôle à jouer. Si le joueur il vient, il ne peut pas défier ceux qui sont ici, c'est pas la peine. On n'était pas obnubilé par la victoire. Et en même temps, c'est réconfortant qu'on ait perdu malgré ça d'un point. On n'a pas été ridicule et tout le monde est satisfait. La sélection B a pour lot de consolation le titre MVP donné à un de ses membres. Abdoulba est distingué pour la deuxième fois de la saison après le trophée de meilleur joueur en finale de Coupe Saint-Michel. Ça montre que je suis dans une logique, dans une dynamique de performance. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée. Chez les dames, même scénario. La sélection A défait les meilleures joueuses de la poule B, 60-46. Ce n'était surtout pas le jour de la première défaite de Maury Kofal cette saison sur le banc d'une équipe. Si Dieu ne le veut pas, je n'aurai pas de défaite. C'est Dieu qui décide. Jusqu'à présent, alhamdoulilah, je touche du bois. Je vais l'écrire sur mon palmarès. J'ai coaché l'équipe A, j'ai gagné l'All-Star Game. Maïmouna Diarra, le pivot de l'AS Ville de Dakar, se voit donner le titre MVP après avoir inscrit 20 points. C'est la première fois que je c'est la première fois. Pour l'organisation Paris réussi, ceux de la mobilisation et de l'union des cœurs dans la grande famille de la Balle Orange. Les liens d'une véritable fraternité entre les différents acteurs du basketball. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers la feuille de route que nous avons présentée il y a quelques semaines. Feuille de route dans laquelle un certain nombre d'innovations majeures, comme le tournoi des nations, comme le All-Star Game d'aujourd'hui, mais aussi comme la nuit du basketball qui aura lieu vers la fin juillet pour clôturer définitivement la saison. C'est important de voir que la famille du basket se retrouve aujourd'hui pour fêter une belle saison, une saison qui va bien sûr se terminer sous peu. Clap de fin d'une nuit où les étoiles ont décidément brillé. Tout ce beau monde devra redescendre des nuages. Place cette semaine au début des playoffs. Voilà, donc les All-Star Games qui se sont joués ce week-end. Alors, Pathé, bonsoir. Alors, c'était une première, hein, est-ce qu'on peut parler de première réussite? Oui, bon, d'après les échos qu'on a eus, bon, on a reçu beaucoup de messages de félicitations et puis la presse l'a bien relaté en bien. Donc je pense que, en tout cas, nous on a eu une satisfaction au niveau de l'organisation, même au niveau de la mobilisation de tous les acteurs. Parce qu'en fait, l'objectif recherché, c'était ça. Parce que si vous voyez bien, même la veille, il y avait eu un match des anciennes gloires qui a eu à tenir toutes ces promesses. On a vu les légendes du basket venir jouer, au niveau des hommes, les Ousmane Pouifey, les Yamar et autres, au niveau des dames, les Mama Diawara et autres. Donc, bon, en tout cas, nous, dans les missions qu'on nous a assignées au niveau du ministère, c'est de réunifier la famille du basket. Donc là, c'était un bon prétexte pour le faire. On a vu tout le monde, c'était la fête. Donc, en tout cas, à notre niveau, on est satisfait aussi bien de l'organisation, mais aussi de la mobilisation de tous les acteurs autour de ce programme. Alors, quand on organise des All-Star Games, c'est pour promouvoir
le basket local, mais également permettre aux meilleurs joueurs du championnat de s'affirmer davantage, de se faire connaître. Est-ce que vous pensez qu'après une telle manifestation, le public va commencer à recoller un peu, à revenir au stade, suivre les matchs de basket? Oui, bon, enfin, le public a commencé à revenir au stade, hein, parce que bon, c'est vrai que bon, souvent c'est vers les playoffs qu'on note une affluence au niveau du stadium Marius Ndiaye. Donc là, bon, on a vu le public venir. C'est sûr qu'il y a les playoffs qui promettent avec de très belles affiches. Donc je pense que les playoffs vont commencer cette semaine. Donc bon, nous on touche du bois, hein. Vraiment depuis le début de la saison. C'est vrai que les gens, on nous attaque de toutes parts. Bon, c'est pas important, nous on n'est pas là pour répondre aux attaques. On est là avec un objectif bien déterminé que nous a assigné le ministère. C'est réunifier la famille du basket et essayer en quelque sorte de tout faire pour très rapidement revoir les textes et organiser une assemblée générale pour que les clubs reviennent au basket. En tout cas, bon, même au niveau du jeu, on a vu de très belles choses, hein, parce qu'il y a de très belles équipes qui sont affirmées. Je veux noter, bon, à part les ténors, UGB, Douane, Duc et autres, il y a de bonnes équipes, par exemple Asfa et Wakam, qui se sont affirmées cette année, Sibac. Au niveau des filles, il y a Ville de Dakar qui est là. Ouais. Donc, je pense qu'on aura de très beaux playoffs. Mais est-ce que quand même, d'une certaine manière, l'enjeu n'a pas pris le dessus sur le spectacle? Parce que les All-Star Games aussi, c'est surtout ça. Hein. Ce qui est important, c'est pas de gagner, mais vraiment de faire du spectacle. Effectivement, bon, c'est vrai que c'est un reproche que moi, personnellement, j'ai eu à faire aux joueurs qui sont, je le dis bien, mes amis, parce que moi-même, j'étais un peu au niveau de l'émergement des joueurs, donc c'est tous mes amis, je leur ai dit que bon, il fallait au moins 3-4 ans nous gratifier de bons spectacles, essayer un peu de faire une défense un peu passive, mais enfin c'est vrai que bon, c'est tous des gagneurs, parfois il y a l'enjeu de gagner qui est là, mais bon, c'est une première expérience, donc pour moi les prochaines éditions vont véritablement montrer un beau spectacle. Allez, on continue, on parle à présent de la Ligue 2, puisque le tournoi de montée de basket donc, dans la zone sud s'est joué donc, ce week-end. Ziguinchor, un garçon et fille, a validé son ticket pour la phase finale, prévue dans les jours à venir donc, à Dakar, face aux équipes de Sédhiou, Bignona et Kolda. L'équipe de Ziguinchor a fait un parcours sans faute, nous dit notre reporter sur place, Abdoulaziz Ban. Le terrain de basket Pedro Gomis de Ziguinchor a servi de cadre aux équipes de Kolda, de Sédhiou, de Bignona et de Ziguinchor en garçon comme en fille pour disputer le tournoi de la zone sud. Au-delà de la compétition, il s'agit de réunir les jeunes de la Casamance. Nous avons effectivement une possibilité de brassage. Donc c'est les jeunes de la région qui vont se connaître et ce brassage nous permettra de raffermir les relations entre les jeunes de la zone sud, mais éventuellement de développer le basketball au niveau de la zone sud. Ça permet de vulgariser le basket au niveau de la région et que nos sœurs, nos frères, ils s'entraînent chaque jour sans pour autant pouvoir participer à des compétitions. Aujourd'hui, c'est une occasion, c'est pour cela que nous avons voulu pour que le tournoi de montée se fasse au niveau de la région de Ziguinchor. Le Ziguinchor Basket Club a survolé le tournoi avec 4 victoires en autant de sorties chez les filles comme chez les garçons. L'équipe de Ziguinchor va représenter la zone sud au tournoi de la montée prévu à Dakar après 25 ans en deuxième division. L'heure de rejoindre la D1 a sonné pour les garçons. Ah oui, 25 ans c'est trop. J'espère que cette année, ce sera le meilleur pour nous. Ça reste qu'à augmenter encore, à augmenter le travail et davantage, on va essayer de voir comment on va préparer pour aller à Dakar. Il va falloir redoubler d'efforts, renforcer l'équipe et je pense qu'avec un meilleur encadrement de la direction technique, cette équipe pourra faire quelque chose au niveau de Dakar. Vainqueur du tournoi l'an passé, l'équipe de Kolda n'a pas eu la chance de prendre la première place. L'équipe a disputé le tournoi avec seulement 5 joueurs, mais elle a fait bonne figure. Avec un cœur gonflé d'espoir, les gosses sont donnés à fond
Ils ont donné de leur mieux et voilà le résultat. Nous avions déboulonné l'année dernière Ziguinchor après 15 ans de règne. Aujourd'hui, nous sommes venus prouver que nous sommes toujours les meilleurs avec 5 joueurs, 4 cartons chrono-bloqués. Donc ça prouve nettement que nous sommes en train de faire un travail inlassable. Le niveau technique du tournoi est appréciable, une satisfaction décernée à l'organisation. Le niveau est très élevé, à part quelques couacs sur le plan collectif. Donc nous avons basé notre jeu sur le plan individuel. Et ce que nous a valu par exemple une dominance sur les 3 équipes. Un bilan très satisfaisant, d'autant plus que la compétition s'est déroulée dans un très bon climat. Les équipes se sont présentées, à part quelques défaillances, c'est-à-dire celles qui ne sont pas venues. Mais sinon, dans l'ensemble, un bilan très positif. La zone sud est mobilisée derrière le Ziguinchor Basket Club pour que l'équipe remporte le tournoi de la moitié. Voilà, donc Ziguinchor qui remporte le tournoi, en tout cas de monter en Ligue 2, en Division 1, en attendant de jouer le tournoi, les phases nationales en finale. Alors, ça prouve quoi? Ça prouve que le basket se joue sur tout le territoire national. C'est la même chose qui se passe à Ziguinchor, c'est un peu partout dans le... Oui, bon, dans l'organisation même du championnat de L2, bon, c'est des zones. On a tracé le territoire national en 5 zones. Donc, chaque zone organise un tournoi préliminaire. Après, il y aura les phases finales qui se joueront dans une région à déterminer. Donc, bon, chaque zone qualifie des équipes, en garçon, aussi bien en garçon qu'en fille. Après, on jouera les phases finales. Mais en tout cas, ça se déroule bien. Donc, il y a la zone sud qui a fini de qualifier ses équipes. Je pense que la zone nord et la zone centre vont jouer cette semaine. Donc, pour les autres zones, je pense que pour la zone centre, en garçon, c'est un championnat. C'est du fait du nombre d'équipes. Donc, en tout cas, le basket se joue dans tout le territoire national. Ok. Alors, docteur, vous êtes fan de basket? Oui, fan de basket, et je tiens à féliciter le CNBS pour ce spectacle, parce que l'avenir du sport, c'est produire un spectacle pour pouvoir le vendre. Et je crois qu'ils sont sur la très très bonne voie. Bon, je vais vous égratigner un peu parce que le plus beau, c'était vendredi. Parce que vendredi, il fallait voir Serigne Der marquer à la dernière seconde un but, un panier extraordinaire. Et je crois que c'est ces moments-là, rappeler aux jeunes qu'il y a des anciens qui ont été plusieurs fois champions d'Afrique. Et c'était vraiment un plaisir, quoi. C'était un plaisir. Et je crois que c'est des moments très passionnants du sport. Ouais, tant mieux. Pourvu que ça dure. Allez, on va évoluer, on va un peu... Alors, il y a quelques semaines, le CNBS a reçu l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans de France, Jean-Aimé Toupane, qui était là dans le cadre de la coopération entre la Fédération française de basketball et le comité de normalisation. Nous l'avons rencontré, nous nous sommes entretenus avec lui sur justement les raisons de sa visite, mais également le niveau du basket sénégalais et puis le mondial dans lequel nous nous acheminons dans les semaines à venir, le mondial de basket qui va se dérouler en Espagne. Donc, je vous propose d'écouter Jean-Aimé Toupane. On a revu la convention qui a été signée entre les deux fédérations. Essayer d'établir un petit peu les besoins qui sont sur la formation des cadres, des arbitres et des techniciens, sur la logistique. Voilà, c'est des échanges entre éventuellement les équipes nationales, que les équipes nationales puissent éventuellement aller se préparer là-bas, que nous on envoie des cadres là. Voilà, c'est dans ce sens-là que je suis là pour l'instant. Je pense que le basket sénégal est à un très bon niveau. La preuve, quand on regarde les résultats de ces 5 dernières années, aussi bien chez les jeunes, les garçons que les filles, ils ont souvent été sur le podium. Ça prouve bien que le sport, le basket au Sénégal se porte bien, même s'il y a encore des choses à améliorer. Et ne pas oublier aussi que c'est peut-être un des sports au Sénégal qui a ramené le plus de médailles. Il y a une culture du basket au Sénégal qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, voir le Sénégal qualifié pour la Coupe du Monde en Espagne,
pour moi, c'est quelque chose de légitime. Maintenant, la volonté des dirigeants, c'est d'essayer de pousser encore beaucoup plus haut, parce que bon, le potentiel est là, les joueurs sont là, il y a une volonté de faire. Bon, après, c'est en termes de moyens. C'est savoir que le Sénégal est un sport. Le Sénégal est quand même un pays en termes de basket qui est bien perçu dans le monde, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde les joueurs qui sont représentés en NBA, depuis une époque, bon, le Sénégal était pas mal représenté en NBA. Ça prouve bien qu'il y a quand même un potentiel qui existe. Je pense que le Sénégal peut exister au championnat à la Coupe du Monde. Il est évident que le développement d'un sport passe aussi par la construction des infrastructures de ce sport. Aujourd'hui, ce stade-là, le Sénégal mériterait d'avoir peut-être 2 salles de plus, entre 8 et 15 000 places, parce que bon, il y a une culture basket, les gens sont amoureux de ce sport, les gens sont nostalgiques de ce qui s'est passé il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit quand on vient au Sénégal, bon, la volonté des dirigeants de faire de ce sport-là un sport majeur. Bon, j'espère que les élus donneront un coup de main, parce que c'est vraiment un sport qui peut ramener beaucoup de récompenses et sur beaucoup de fierté au pays. Voilà, donc Jean-Aimé Toupane, que nous avons rencontré au stade de Marius Ndiaye. Alors, une visite fructueuse, une collaboration qui peut-être va porter beaucoup de fruits pour le Sénégal. Oui, bon, on l'espère bien, parce que bon, en tout cas, il a eu à animer des cliniques au niveau avec les entraîneurs. Je pense qu'ils ont beaucoup apprécié, donc ils ont eu à bénéficier de son expertise. Mais aussi, je pense qu'il y a un début de partenariat entre la Fédération française de basketball et le CNBS qui pourra peut-être à l'avenir porter des fruits. Ouais. Alors, peut-être on rappelle un peu les faits. C'est une collaboration qui avait débuté avec l'ancienne équipe, puisqu'on avait reçu le président de la Fédération française de basketball avec Baba Tandian. Là, donc, c'est en train d'évoluer, notamment, particulièrement dans la formation des cadres. Oui, dans la formation des cadres, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs qui vont être développés dans ce partenariat. Je n'ai pas trop, en tout cas, je ne maîtrise pas trop les aspects de ce partenariat, mais c'est pas seulement, enfin, ils vont insister sur la formation des cadres, mais aussi peut-être ils vont nous accompagner dans d'autres secteurs, notamment peut-être la construction des infrastructures et autres. En tout cas, ça promet en tout cas un beau partenariat entre les deux fédérations. Alors, on peut parler dans l'interview, le mondial, c'est pour bientôt. Quand je dis bientôt, c'est peut-être dans un peu plus de 2 mois, mais on pense forcément à la préparation. Alors, où en est le CNBS à ce niveau? Oui, bon, pour le CNBS, en fait, il y a le sélectionneur national qui a eu à voyager au niveau des États-Unis et en Europe. Donc, bon, il est un peu dans ses secrets par rapport à la liste des joueurs, mais bon, je sais que la préparation, en principe, doit commencer le 20 juillet. Une première partie au Sénégal, et puis à partir du 1er juillet, ce sera en Europe. Ce sera jusqu'au 25, les Lions vont revenir, parce qu'on va recevoir les USA Team, l'équipe des États-Unis. Donc après, ensemble, ils vont animer des cliniques et autres. Après, on va prendre le drapeau pour aller jouer le championnat du monde. Ouais. Mais en fait, quand on pose la question, c'est qu'il y a un problème qui revient assez souvent, c'est les problèmes de finances. Est-ce que le budget est bouclé? Est-ce que vous avez une idée de combien tout cela va coûter? Et là, je pose la question au trésorier adjoint que vous êtes. Oui, bon, enfin, on a eu à élaborer un budget, un budget qui tourne autour de 300 millions. Bon, le ministère nous a affecté 100 millions. Donc, on a un gap de 200 millions à combler. Bon, il y a un besoin en financement qu'on est en train d'essayer de trouver. Bon, là aussi, on lance un appel aux autorités, aux sponsors, parce qu'on a un grand espoir en cette équipe, parce que beaucoup de grands joueurs se sont manifestés volontairement pour venir jouer, sans condition. Vous avez bien
vu Gorgui vraiment manifester en tout cas ce désir de venir jouer pour l'équipe nationale. Donc on fonde un grand espoir parce qu'on est dans une poule qui est très jouable. Donc nous lançons appel aux autorités, en premier le président de la République, mais aussi aux sponsors de venir accompagner le basket. Parce que là, bon, il y a une nouvelle dynamique qui est née. Et là, bon, je pense que c'est une dynamique qui pourrait porter beaucoup de fruits à l'avenir. Donc, bon, c'est un budget de 300 millions. Il y a 100 millions qui nous est affecté par le ministère. On a 200 millions à trouver. Très bien. Allez, on va parler on reste sur le basket avec, bien sûr, les États-Unis, les finales de conférence en NBA. On sait que Miami s'est qualifié aux dépens d'Indiana Pacers et, bien sûr, San Antonio Spurs qui a éliminé Oklahoma City lors du match 6, un match que vous avez pu voir en direct sur la RTS, n'est-ce pas, Ephraim? Mais en attendant, on va faire un crochet au Nigeria pour parler de cet attentat qui a eu lieu dimanche soir dans le stade de la ville de Mubi, au nord-est du pays. Bilan, plus de 40 personnes ont été tuées. La bombe a explosé alors que les supporters regardaient un match de football. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais déjà la secte islamiste Boko Haram est pointée du doigt. On va enchaîner donc avec cette finale de la NBA édition 2014 qui opposera les Heat de Miami aux Spurs de San Antonio. La première manche débute ce jeudi à San Antonio. Les Boris Diaw, les Tim Duncan et Tony Parker auront la lourde tâche de rivaliser avec le talentueux LeBron James. Pour rappel, les deux équipes avaient disputé la finale de la NBA en 2013 et c'est Miami qui l'avait remporté face à San Antonio par 4 victoires à 3 au terme d'une finale palpitante. Si vous êtes amoureux du beau spectacle des dunks et contre spectaculaires, ne ratez pas ce rendez-vous sous aucun prétexte avec El-Hadj Thierno Dramé qui est là hein, toutes les nuits hein, entre 1h et 2h du matin pour vous faire vibrer au rythme de la balle orange. Ouais, ça c'est la passion qui fait ça. Un pronostic dans 2 secondes, Miami, San Antonio. Moi je suis plutôt pour Spurs. Et vous? Moi aussi, hein, je suis pas plutôt les Spurs. Les Spurs. Ça, c'est vraiment les anciens qui parlent. Hein. Allez, on parle à présent de natation avec la 2e journée de la compétition de la Ligue de Dakar de natation. Au menu, des épreuves de 100 mètres nage libre, 100 mètres nage brasse et 100 mètres papillon aussi bien en dames qu'en messieurs. La piscine de Bel-Air a abrité cette journée au cours de laquelle le club du Cercle des nageurs Dakar-Gorée s'est bien illustré, nous dit Waligé. Dans la belle piscine de Bel-Air, il y avait vraiment du spectacle et du suspense, mais aussi et surtout de l'émotion avec la jeune Jeanne Boutbien. La Française souhaite à l'occasion des prochains championnats d'Afrique compétir sous les couleurs du Sénégal. Mon père a grandi ici, mon grand-père a travaillé au Sénégal. Je suis née ici, donc ça fait 15 ans que j'habite là. Moi, je me sens sénégalaise, mais il me manque juste la nationalité et c'est pour ça que j'ai envie de représenter le Sénégal dans des compétitions internationales. Donc, la fédération s'occupe de ça en ce moment. Et puis moi aussi, ma famille, on a fait une demande et voilà. Donc le ministre du Sport a donné son accord, je crois, et il ne manque plus qu'une petite signature du président de la République. Jeanne a non seulement des ambitions pour le Sénégal, son pays de naissance, mais aussi pour l'Afrique. J'en ai marre de faire que des compétitions ici, je veux aussi partir au championnat d'Afrique comme mes amis, comme les gens de mon club, ils partent tous faire les championnats d'Afrique, même les Jeux Olympiques, pourquoi pas. Je me dis que c'est possible et d'aller représenter le Sénégal au plus haut niveau, quoi. Et pour cette journée de la Ligue de Dakar, les nageurs du Cercle de Dakar-Gorée ont tiré leur épingle du jeu. Leur sociétaire Matar Samb arrive en tête des 100 mètres nage libre avec un temps de 55 secondes 79 centièmes. Il y a aussi Mamadou Ndaw, il réalise un chrono d'1 minute 04 lors de la série des 100 mètres papillons. Avec l'expérience et tout, c'est ce qui a fait que j'ai pu remporter cette course, mais le temps n'était pas très fameux, j'espère. Bon, pour les prochaines compétitions, faire un tout petit peu mieux. En 50 mètres brasse dame, Sophie Khan du club de la BCEAO s'est illustrée avec 43 secondes. Elle devance ses concurrentes. J'ai eu un bon temps. J'ai perdu 2 secondes et je suis contente. Un mois après l'ouverture de la saison, la Ligue de Dakar est à sa 2e journée à la piscine de Bel-Air. La piscine olympique n'étant toujours pas ouverte pour cause de réfection depuis bientôt 2 ans.
Ouais, justement, Président, puisque vous êtes là, nous allons vous poser la question. La piscine olympique, pourquoi les travaux mettent autant de temps? Bon, ils ont mis autant de temps parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la procédure administrative et donc ça a été très long. Et au bout du compte, on était parti pour 6-8 mois et on est à près de 2 ans. Et 2 ans, c'est dur pour des nageurs, c'est dur pour des compétiteurs, c'est pour être objectif 10 ans de recul d'une discipline à peu près. Et ça, c'est dur, mais bon, il faut faire avec. Déjà, je pense qu'il faut louer cette initiative du maire de Dakar qui a bien voulu quand même mettre beaucoup de moyens pour réparer cette infrastructure. Et je pense que ça pose un autre problème, c'est l'entretien des infrastructures. Parce que ça veut dire que pendant des années, il n'y a pas eu l'entretien qu'il fallait pour que cette piscine puisse durer. Il faut se dire qu'on s'est battu pendant plus de 20 ans pour avoir une piscine. Et 10 ans après, pratiquement, il a fallu l'arrêter 2 ans. Et ça, c'est dommage. Et je pense qu'il faut que tous les acteurs du sport sénégalais, c'est pas seulement le stade Léopold Senghor, il y a le terrain de basket. Il faut que l'on s'assied pour voir comment avoir un programme durable de construction d'infrastructures, pas forcément de grosses et grandes, mais des infrastructures fonctionnelles qui permettent au sport de se développer. Et je crois par un minimum, comme on pourrait dire, dans chaque structure, dans chaque département ou je sais pas où, une salle où l'on peut faire du karaté, en tout cas les arts martiaux, une piscine, un terrain de basket avec parquet bien sûr et un terrain de football, mais pas seulement des stades de football régionaux qui ne permettent pas à tous les sports de se développer. Alors, au niveau de la natation, on a vu une deuxième journée seulement. Est-ce que la saison a tardé à cause des difficultés liées aux infrastructures ou c'était un choix? Oui, parce que en fait, depuis le mois de janvier, on était presque prêt à commencer et malheureusement, ça a été repoussé chaque fois. Et j'espère qu'en juin plutôt, dans la semaine prochaine, j'espère dans 15 jours, la piscine pourra être ouverte et permettre au club de pouvoir s'entraîner. Aujourd'hui, une petite sélection de bons nageurs a été autorisée à nager dans un petit bassin pour des créneaux horaires extrêmement petits. Mais il faut qu'on aille plus loin. Les enfants, les clubs attendent impatiemment l'ouverture de cette piscine et je crois qu'il est urgent de le faire. Et en termes de performance, quels sont les effets? Quand je dis performance, ce n'est pas seulement au plan local, mais au plan international. Le Sénégal est quasi inexistant alors qu'on a des dizaines de kilomètres de plage et l'espace pour aménager des... Bon, quand vous dites que le Sénégal est quasi inexistant, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Je vous rappelle qu'on a encore un nageur sénégalais champion d'Afrique en titre. Donc, dans les disciplines au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui reviennent avec des champions d'Afrique. Sur les 10 dernières années, on a eu 2 filles en individuel qui sont montées sur le podium, 3 garçons qui ont eu à être sur des podiums, des relais qui ont été médaillés. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est inexistant au niveau. Oui, les Jeux Olympiques, c'est autre chose. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on va demander au football d'abord de gagner la Coupe d'Afrique avant de gagner la Coupe du Monde. Je crois que c'est ces repères-là. La natation sénégalaise a un niveau africain, il ne faut pas se faire d'illusions. Même africain, entre guillemets, parce qu'il y a l'Afrique du Sud, l'Égypte qui sont les grandes puissances, et ça s'explique par le nombre d'infrastructures qu'ils ont. Quand on peut rester 2 ans sans avoir de piscine et qu'on a squatté de temps en temps des piscines privées, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Ça joue sur les résultats, ça fait que certains nageurs vont vite arrêter. Parce qu'ils ne voient plus d'intérêt. Et l'autre aspect qui est fondamental, c'est quand même un nageur perce. Pour vous dire comment il a percé, c'est exactement 23 médailles africaines. Vous semblez l'ignorer, mais Malick Fall, c'est 23 médailles africaines, dont 5 médailles d'or. C'est à peu près 8% des médailles aux Jeux africains. Une personne, toute une délégation de 200 et quelques personnes.
Donc, quand ces individus, on voit qu'ils ne... pour les nageurs qui sont derrière, ils n'ont rien de particulier, ils n'ont pas cet appui ou cet avenir. Ils se disent à quoi bon? Et on a beaucoup de nageurs qui sont allés jusqu'à un certain niveau et qui s'arrêtent et qui préfèrent faire autre chose. Ouais. Alors on va aller dans les régions où justement la Fédération sénégalaise a organisé un stage de formation au Cap Skirring. L'objectif était d'outiller les surveillants de baignade. À ce propos, voici Oulimata Goudiaby de la direction de la formation du ministère des Sports et Aveline Montero. Ils sont au micro d'Abdelaziz Bad. Formation, donc, c'est le brevet de surveillant de baignade, qui est une formation instituée par arrêté ministériel depuis 1998. Donc, nous sommes là pour, dans le cadre général de politique de formation de la Fédération qu'on a commencé depuis 2012. Nous avons fait un peu partout dans les autres régions, notamment Saint-Louis, Thiès et Dakar. Et cette fois-ci, on est à Ziguinchor. À cette formation, on avait 49 candidats. Et il y a eu 9 qui ont été recalés, donc 40 sont passés. Et nous sommes très très satisfaits. Je pense qu'aujourd'hui, cette formation bat les records en termes de candidats, de réussite, de motivation et surtout de mobilisation de toutes les institutions. Ce stage entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale sportive qui est en train d'être exécutée par le ministre des Sports, et dans lequel la formation constitue un des axes stratégiques. C'est dans ce cadre-là que nous appuyons les fédérations à organiser des sessions de formation un peu partout dans le territoire national. Donc c'est ce qui explique que la fédération de natation ait choisi le Cap Skirring pour organiser cette session de formation de surveillants de baignade. Voilà, donc, alors Président, ce sont des surveillants de baignade, mais non pas des compétiteurs qui sont formés. C'est des surveillants de baignade. Alors cette formation, il y avait un volet surveillant de baignade qu'on avait eu à faire à Saint-Louis, à Thiès, je ne sais plus où encore, à Dakar bien sûr. Et c'est d'abord pour permettre la réinsertion de certains anciens nageurs qui peuvent, par leurs compétences, leurs qualités, avoir des débouchés et exercer un emploi. L'autre aspect, bien sûr, c'est pour lutter contre les noyades. Et pour nous, c'est important de former des gens pour qu'ils puissent être mis à la disposition des municipalités pour que l'on atteigne l'objectif noyade zéro, comme on aime bien le dire très souvent. Mais à côté de ce volet-là de formation, on fait un volet de formation en initiation. Et ces initiateurs-là seront chargés après de lancer un peu la discipline, d'initier les enfants pour qu'on puisse nager en Casamance, pour qu'on nage dans les autres régions. Et c'est un peu ce que nous voulons faire dans les régions les plus reculées, même si c'est très compliqué, c'est très difficile, parce que le problème d'infrastructure se pose, parce que le problème de moyens se pose. Je pense qu'à Tamba, on a quelqu'un qui est très dynamique, qui est là-bas, et peut-être prochainement, ce sera à Tamba ou à Kaolack que nous ferons les prochaines formations en surveillant de baignade et en initiateur. Alors, un mot peut-être, docteur, sur les championnats d'Afrique que le Sénégal doit organiser, puisque l'Algérie s'est désistée. Alors, en termes de préparation, comment ça évolue? Est-ce que c'est bien parti, si on peut dire ça comme ça? Bon, alors, on va être très clair. L'organisation de ces championnats d'Afrique, à la demande de la Confédération africaine de natation, on a sauté sur cette occasion parce que pendant 2 ans, on n'a pas pu faire ce que nous faisions il y a 2 ans. Ces grandes compétitions, ces interclubs qui étaient dynamiques, importants. On s'est dit, puisqu'il y a eu un petit calme pendant un certain moment, c'est l'occasion de profiter d'un événement comme ça pour que l'actualité, pour que les enfants, pour que le public, pour que tous les, comme on peut dire, les amateurs de la natation puissent voir un événement, et on espère que ça va un peu accélérer le processus de médiatisation, etc. Donc c'est plus ce volet-là qui est important pour nous. Bon, à côté, bien sûr, on a notre équipe nationale qui quand même s'effrite parce que chez les filles, elles ont presque tout arrêté.
On est en train de voir si certaines pourront revenir, telles que Binte Zahra, etc. Mais ça ne va pas du tout être évident. Il y a Jeanne qui est là, qui veut nager pour le Sénégal. Bon, moi, je ne dis même pas qu'il veut nager pour le Sénégal. C'est une Sénégalaise qui est née ici, qui a grandi. C'est plus même une exclusion qu'elle peut... on peut considérer ça plus comme une exclusion. C'est assez dur pour un sportif. Et je pense que chez les garçons, il y aura surtout Malik Fall comme leader. En 2006, nous avions organisé les championnats d'Afrique. Nous avions eu 2 médailles avec Khadija Assis et Malik. Je crois que si on peut faire aussi bien, ce sera déjà bien. Vous pensez que la piscine olympique sera prête à temps pour vous? Ah non, obligatoirement, elle sera prête. Et je crois que, en tout cas, le maire actuel vraiment est très sensible par rapport à ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, c'est plutôt dans quelles conditions nous serons dans cette piscine-là qui est la chose la plus importante à régler à court terme et à long terme. Parce que je crois qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup à dire. Ouais, très bien. Allez, on va à présent parler de golf avec la 10e édition de l'Open Golf de Dakar donc, qui s'est terminée. La compétition a été bouclée hier par la cérémonie de remise de trophées. L'édition 2014 de l'Open du Sénégal est marquée par la belle prestation des joueurs du Sénégal, des joueurs ivoiriens plutôt, lors de la compétition des professionnels qui a regroupé pas moins de 20 golfeurs, dont 10 Sénégalais. Les Ivoiriens se sont illustrés au terme d'une finale âprement disputée. Reportage Koumba Diakhateba. Belle victoire de l'Ivoirien Kouakou Kwame Richard dans cet Open du Sénégal. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance lors de cette finale ivoiro-ivoirienne. Et Richard face à Romaric, un duel époustouflant qui mène au play-off. Ce qui est très rare, en fait, en tout cas ici au niveau du Sénégal. Je vois, si mes souvenirs sont exacts, ça fait 5 à 6 ans qu'on n'a pas eu cela. Romaric était bien parti pour l'emporter devant son compatriote. Ce n'est qu'au dernier trou qu'il a été rejoint. On a fait ce qu'il faut, on a joué et puis voilà. On a fini ce qu'il faut qu'on part en play-off pour pouvoir se départager. Ce qui me menait quand même 2 coups depuis Sali. Et donc, il fallait forcément que je le rattrape. Et même, voir même le passé, bon, je crois que j'ai fait déjà un grand pas. Maintenant, il reste à gagner. Les play-offs, une véritable partie de golf pour ces 2 professionnels ivoiriens. Ils sont à égalité 4 partout au premier trou. Même score 2 fois au 9e. C'est le mano-mano entre les 2 éléphants liés aussi par le son. Oui, c'est mon cousin. C'est finalement le trou 8 qui les départage au grand bonheur de Richard, même s'il ne veut pas parler d'objectif atteint. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir jouer en battant le parcours. Et quand le parcours ici m'a battu, ça me fait mal quand même. Âgé seulement de 18 ans, Romaric n'a pas démérité. Il est en train de faire ses premiers pas dans le monde des professionnels. Ça fait 6 mois que je suis passé professionnel et ça fait ma 6e compétition. Et je ne suis pas déçu de moi. Au contraire, ça me donne des leçons pour la prochaine fois. La Côte d'Ivoire s'empare des 2 premières places de ce tournoi. Le Sénégal vient juste derrière avec Seydina Diong, classé 3e. Le Sénégalais se rend compte de ses erreurs après coup. Manque de concentration, précipité. Surtout au niveau des longs coups, je me précipite au lieu de prendre mon temps comme les autres, quoi. À l'occasion d'une cérémonie solennelle, des distinctions ont été décernées aux meilleurs. Le plus long drive homme a été réalisé par Papi Ndiaye. Chez les dames, c'est l'œuvre de Rokhaya Gueye. Les tout-petits n'ont pas été en reste. Le trophée du meilleur joueur junior a été remis à Léonard Leroy. Voilà, très jeune joueur, Léonard Leroy. On enchaîne avec le judo club de Ziguinchor qui vient d'organiser un tournoi. Des combats étaient âprement disputés. La direction technique régionale en a profité pour jauger le niveau de la région de Ziguinchor. Donc, Saliou Sek, reportage. Ce tournoi, qui est à sa 10e édition, a réuni beaucoup de clubs de judo du Sénégal. La compétition a permis aux judokas de pratiquer leur art.
Ça me fait plaisir parce que je suis chez moi. Ça me permet de prouver à mes proches que je suis capable de faire quelque chose. Parce qu'à chaque fois, on est à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès, à Hambourg. Maintenant, en venant ici en Casamance, compétir ici, gagner quelque chose, permet à nos parents de voir que nous ne sommes pas en train de jouer, mais plutôt de faire quelque chose qui nous plaît. Je suis fier parce que c'est mon tournoi, c'est mon club qui a organisé un tournoi national. Je suis fier pour le participer, pour faire. Ça me pousse à préparer nos éléments. Parce que chaque fois on se prépare, on amène des jeunes en compétition. Certains n'ont pas la chance d'aller en compétition. Donc c'est ça qui nous a poussé à organiser ici au niveau local pour que les jeunes qui ne partent pas en compétition au niveau national profitent de ce tournoi pour s'exprimer. Le Judo Club Casamance veut à travers ce tournoi développer ses disciplines dans la partie sud du pays. Le massifier, ce n'est pas très compliqué. C'est que dans tous les villages, et surtout des villages au niveau de la Casamance, les gosses s'adonnent énormément à cette lutte traditionnelle qui s'apparente pas mal avec le judo. Donc il suffit simplement qu'il y ait suffisamment de maîtres et suffisamment de moyens pour qu'on puisse développer des dojos à travers la région, pour qu'on puisse avoir davantage de disciples. Et c'est sûr que nous avons des champions qui traînent dans les villages qui auraient pu nous donner énormément de satisfaction. Pendant 2 jours, ces judokas se sont exprimés sur le tatami. La multiplication de ce genre de tournois est souhaitée par les participants. Alors, on va à présent revenir à Dakar et nous rendre à Rufisque précisément, où des problèmes d'infrastructures sportives ne permettent pas en tout cas aux sportifs de pratiquer les disciplines comme ils le souhaitent. Du coup, ils sont obligés de se rabattre sur le jardin public de Rufisque, un constat fait par Koumba Djaratema, reportage. Il est quasi impossible de passer par la route nationale numéro 1 à Rufisque sans tourner le regard vers le jardin public. Ici, la verdure qui se confond aux sportifs en plein entraînement attire l'attention. Par là, tu n'as pas envie de faire du sport? Bien sûr. Tu regardes le jardin? Bien sûr. Mais en passant, chaque fois je passe par ici parce que c'est bon de passer par ici. Ouais. J'ai vraiment envie de faire du sport. Bon, parce que lorsque j'avais leur âge, je faisais du sport. Bon, c'est la raison pour laquelle que vraiment je suis ici pour regarder ces la jeune là faire du sport. La proximité de ce jardin avec la route nationale, les garages de taxi clando et autres gargotes n'entament en rien l'ardeur des athlètes. C'est vrai, bon, ça ne nous dérange pas parce que sport rime avec engouement. Hein? Non, ça ne nous dérange pas parce qu'eux, ils vivent leurs activités. Et pareil comme nous, nous vivons notre passion. Et ça nous a plaisir d'art. Ça nous motive, hein? Oui, ça nous motive. L'endroit offre à la jeunesse rufisquoise un large éventail de choix, du basket par ici, du hand par là-bas, au milieu des élèves en plein cours de PS. Parce que nous, on pratique l'épreuve physique par là. Et ça nous permet de vivre notre passion, comme le basket, le handball et les autres sports d'art. Le jardin public de Rufisque a vu passer plusieurs générations de sportifs. Certains que nous avons rencontrés se souviennent de ces belles années vécues ici. J'ai été un ancien sportif, ça c'est de 1. Ensuite, j'aime le sport. J'aime le sport, le basket, le football, plus particulièrement le football. Même il m'arrive de venir voir les matchs ici. Ouais, ça je le fais. Ouais. Lorsque j'étais élève, bon, c'est ici même que nous faisions le sport. Voilà.
Voilà, l'éducation physique, c'est ici même que nous faisions ça. Bon, mais ça doit faire maintenant presque 30 ans, oui, plus de 30 ans même. En tout cas, si le jardin était un sportif, il serait classé dans la catégorie des vétérans. Si on sait qu'il a été créé en 1960 par Mbenga Nyoro, nous dit-on, l'un des premiers Sénégalais ambassadeurs aux Nations Unies. Voilà, donc un jardin qui a une histoire, n'est-ce pas, le président de la fédération qui dit avoir joué en IASU en 82. Et voilà, ça fait un bon petit moment quand même. On n'est pas si jeune, quoi. Voilà. En tout cas, messieurs, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va, le temps qui nous était imparti est écoulé, donc. Simplement remercier également nos téléspectateurs et leur donner rendez-vous puisque c'est le dernier Galaxy avant la Coupe du Monde. À partir de mercredi, nous vous donnons rendez-vous avec bien sûr un magazine qui sera consacré à la Coupe du Monde, le compte à rebours. Ce sera donc à partir de mercredi sur les antennes de la RTS1. Et on profite rapidement pour remercier également Massy Refei qui a fait un gros travail. Il s'est beaucoup investi, voilà, de reporter pour les matchs de Ligue 1 à Wahani Johnson Samba également et Mor Bassignan qui l'ont épaulé. Merci à l'équipe technique et un coucou à Marfouz. On pense à lui, on espère qu'il va très vite se rétablir. Et puis merci à Ami Collé et toute son équipe technique. Bonne soirée et restez bien sûr sur les antennes de la RTS1. Le programme continue. Bonne soirée à tous.